Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Les recteurs d'universités d'Afrique francophone et de l'océan Indien en conclave à Thiès. Il a été beaucoup question des stratégies de renforcement de la coopération interuniversitaire. C'est dans le cadre de leur assemblée générale annuelle. Les droits d'auteur des écrivains en question et réponse dans cette édition, c'est pour marquer la journée mondiale du livre que le Sénégal a anticipé de 2 jours pour des raisons de calendrier. Des toilettes publiques à Dakar, il en existe mais très peu. Toutefois, cela n'explique pas le fait que certains violent les règles d'hygiène en se soulageant sur la voie publique. Question sur ces comportements dans la suite de notre série sur l'hygiène. L'évacuation des eaux usées et pluviales requiert une certaine connaissance en génie civil et même une spécialisation. C'est le métier donc des ingénieurs en eau et assainissement. Ils sont à l'honneur dans la rubrique du vendredi. Et puis nous avons comme invité dans cette édition le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. C'est pour parler avec lui de la journée mondiale de lutte contre le palu prévue le 25 avril à Kaolack. Nous ferons le point avec Dr Oumar Sarr. Bonsoir docteur et bienvenue. Merci. Voilà, nous allons parler donc de la lutte contre le paludisme au cours de ce journal. Le président du Ghana à Dakar les 16 et 17 mai prochains, c'est dans le cadre d'une tournée ouest-africaine où le Sénégal sera une étape importante, une occasion de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Reçu ce vendredi au Palais, le vice-ministre des Affaires étrangères du Ghana a transmis un message du président Nana Akufo-Addo au président Macky Sall. Mohamed Habib Tidjani est au micro de Oumar Nyinga, sa sortie d'audience. I am here on the instance of His Excellency the President of the Republic of Ghana, Nana. Je suis venu délivrer un message de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Ghana, un message très bref mais très précis concernant la visite que le Président de la République de Ghana souhaite effectuer au Sénégal dans la période du 16 au 17 mai 2017. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée que le Président du Ghana souhaite effectuer dans 9 pays de la sous-région ouest-africaine pour renforcer ses relations avec ses frères, renforcer sa coopération avec l'ensemble des pays de la sous-région. Dans ce cadre précis, le Sénégal constitue pour nous une étape extrêmement importante parce que les relations entre le Ghana et le Sénégal sont dans une dynamique excellente. Nous avons une très grande communauté sénégalaise au Ghana et nous avons une très grande communauté ghanéenne ici au Sénégal. Donc nous avons des relations qui remontent à très très longtemps et la coopération entre notre pays est dans une dynamique excellente. Le président de la République du Ghana souhaite venir rendre visite à son frère, le président du Sénégal, pour renforcer les relations bilatérales dans le domaine économique, dans le domaine politique, mais aussi dans le domaine culturel. Mais dans la même logique, il souhaite aussi discuter avec le président de la République du Sénégal de la situation au niveau de la sous-région. Il est nécessaire que les leaders de la sous-région entrent dans une même dynamique pour renforcer l'intégration régionale et essayer de pousser tous les efforts que nous sommes en train d'effectuer pour que la sous-région puisse continuer son développement économique, renforcer la sécurité des populations, mais aussi jouer un rôle déterminant sur la scène africaine et sur la scène internationale. Le président a, dans cette même logique, annoncé la création prochaine d'une compagnie aérienne qui pourrait desservir des pays de la sous-région. Et je crois que ça, c'est un pas déjà décisif du Sénégal qui pourrait contribuer à propulser davantage l'intégration au niveau de la sous-région. Donc je remercie le président Macky Sall de m'avoir reçu de manière aussi prompte, de m'avoir accordé cette audience, ensuite d'avoir écouté attentivement le message de son frère et ami le président du Ghana, d'avoir promis bien sûr de lui réserver un accueil chaleureux et un accueil fraternel lors de cette visite. Je remercie tout le peuple sénégalais.
Je le disais en titre, Thiès accueille l'Assemblée générale des recteurs d'universités d'Afrique francophone et de l'océan Indien. Leur conférence est un cadre de raffermissement de la collaboration interuniversitaire. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur. Compte rendu Seydina Alunfal. Thiès, capitale du rail, creuset du savoir. L'auditorium fraîchement sorti de terre de l'université a accueilli l'Assemblée générale de la conférence des recteurs d'universités francophones de l'Afrique et de l'océan Indien, CRUFAOSI. 40 recteurs, présidents d'universités et d'instituts d'enseignement supérieur ont répondu présents. L'objectif de cette assemblée, c'était bien entendu de remettre à flot les statuts et les règlements intérieurs de manière, en tout cas, à mieux asseoir notre modèle de fonctionnement. C'est un élément extrêmement important. L'autre élément important, c'est le thème de la conférence qui concerne le numérique. On en entend beaucoup parler, on en dit beaucoup de bien, nous n'en sommes pas sûrs du tout et aujourd'hui nous voudrions être éclairés. La CRUFAOSI permet une collaboration interuniversitaire africaine. Les actes posés dans ce sens par le Sénégal ont été salués. À travers son don de 500 millions de francs CFA, le CAMES va disposer d'un fonds durable Macky Sall pour la recherche, dont les intérêts créditeurs cumulés pourront opportunément financer les programmes thématiques de recherche du CAMES. Face à l'Assemblée, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a souligné les progrès accomplis par le Sénégal ces 5 dernières années pour le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le Sénégal a vu depuis bientôt 5 ans son espace universitaire public se modifier considérablement avec la création de 2 nouvelles universités en cours de construction, de 2 centres universitaires, l'un au sud à Kolda, l'autre au nord à Géoul, de la création de la Cité du Savoir à Diamniadio, du programme de construction de 100 laboratoires dans nos universités, de la création du réseau des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. C'est aussi la création de l'autorité nationale d'assurance qualité, la création de l'université virtuelle du Sénégal. Ces recteurs d'université se sont donc réunis 2 jours durant afin de penser les réformes à apporter pour renforcer la CRUFAOSI. Après avoir visité la centrale à charbon de Taha au Maroc, les membres de la délégation des communes de Bargny et Sindou se disent rassurés de ce qu'ils ont vu. Un sentiment lié au respect des normes environnementales. Cette visite organisée par la Sénélec et la Compagnie d'électricité du Sénégal a pour objectif de rassurer les populations qu'une centrale peut cohabiter avec les populations. Envoyés spéciaux au Maroc, Jean-Pierre Faye et Moussa Mané. En venant ici au Maroc, beaucoup de questions étaient restées sans réponse. Des idées préconçues sur une centrale à charbon, ses impacts sur le quotidien des populations, des réponses qu'ils espèrent trouver ici à la centrale à charbon de Taha. J'avoue qu'avant de venir, il y a trop de bruit autour de la centrale qui est actuellement sur notre périmètre communal. On nous a parlé des méfaits, on nous a parlé de beaucoup de choses. On avait très peur. Même que les femmes désormais ne pouvaient plus tomber en état de grossesse au niveau de Bargny ou de Sendou ou de Minam. Et on nous avait fait comprendre que là où il y a une centrale à charbon, il n'y a pas de vie. Il n'y a ni de vie humaine, ni de vie végétale, ni de vie animale, ni de vie de flore. Ces réponses se trouvent dans les différents exposés des responsables de la centrale. Une centrale de charbon de Djof qui a démarré ses activités avec 2 unités en 1994 pour aller à 6 en 2014. Considérée comme la plus grande, ici 450 personnes y travaillent chaque jour pour une capacité de production de 2000 MW, comparé aux 125 MW qui vont être produits à la centrale à charbon de Bargny. Nous avons fait le tour de la centrale à pied. Nous avons constaté de visu les réalités, comment ils travaillent. Nous avons aussi posé des questions sur l'aspect environnemental. Et globalement, dans l'ensemble, nous sommes un peu rassurés. L'image du développement, c'est la consommation électrique. Tous les investisseurs, lorsqu'ils viennent payer, ils regardent quelle est la consommation en gigawatts
de ce pays. Donc au contraire, c'est une opportunité, je répète, et pas une menace. Après la centrale de Djof, la délégation est revenue à Casablanca pour visiter le centre de dispatching, le cœur de la consommation nationale de l'énergie dans le pays. Ici, toute l'électricité produite dans ses différentes formes y est stockée. La consommation nationale atteint les 6000 MW. Actuellement, on est, comme vous voyez sur la courbe, 4800 MW. C'est le début de la pointe du soir. Vers 21h, on va atteindre les 5700. Une visite fructueuse, pleine d'enseignements, puisqu'elle a permis aux visiteurs de trouver des réponses à leurs nombreuses interrogations. Nous avons vu de la végétation, comme vous avez constaté. Nous avons vu des animaux également autour de la centrale à charbon. Quand nous sommes allés voir la cheminée, nous nous sommes rendus compte que pratiquement la fumée, on n'aperçoit pas la fumée, pratiquement. La cheminée de Jorf, elle fait 90 mètres de hauteur. La cheminée de Saint-Loup fait 150 mètres de hauteur. Ça veut dire que les fumées iront plus loin. Et on a aujourd'hui signé un protocole de responsabilité sociétale avec les gens de Bargny. Convaincus, ces visiteurs venus des communes de Bargny, Sendou, des mouvements associatifs vont restituer à leur communauté des informations, comme pour dire que le voyage en valait la peine. Le programme de modernisation des villes Promoville a organisé à Yeumbeul Nord un atelier d'information et de sensibilisation. Les échanges ont porté sur le mécanisme d'intervention de Promoville. Près de 9 milliards de francs CFA seront injectés dans les communes du Sénégal sur une période de 3 ans. Dame Silla pour plus de précisions. Cet atelier d'information et de sensibilisation a pour principal but d'assurer une large diffusion des objectifs du projet. Dans cette rencontre, les participants ont exprimé l'ensemble des besoins de la commune de Yeumbeul Nord pour sa modernisation. Dans certains secteurs, les travaux ont déjà démarré. Les travaux ont déjà démarré, donc sur la partie qui est financée par le budget consolidé d'investissement de l'État, donc sur l'axe qui va de la station Yeumbeul à la cité Gandaye. Ces projets qui ont été retenus peuvent se résumer principalement en un linéaire de 12 km 500 de voirie, qu'on a présenté tout à l'heure lors de la rencontre. Donc à des mesures d'accompagnement qui vont consister à des formations qui seront faites pour les jeunes, pour les femmes et également pour les élus locaux. Également, dans ces mesures d'accompagnement, il y a des réhabilitations d'infrastructures socio-économiques de base. Les réalisations du Promoville auront un fort impact dans le vécu des populations de Yeumbeul Nord. Plusieurs opportunités sont attendues du programme. Nous avons l'obligation et le devoir de ne ménager aucun effort pour que ce programme-là puisse atteindre ses objectifs. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Promoville est un programme qui cadre parfaitement avec la vision du plan Sénégal émergent, mais surtout la vision de l'acte 3 de la décentralisation. Les travaux de modernisation de la commune de Yeumbeul Nord vont durer 3 ans. Environ 9 milliards de francs CFA seront dépensés grâce à l'appui financier de l'État du Sénégal et de la BAD, Banque africaine de développement. Le Promoville n'est pas un rêve, c'est une réalité. En tout cas, c'est une réalité ici à Yeumbeul Nord, parce que nous avons vu les travaux démarrer. Là, c'est l'implication des populations avec le concours de l'autorité administrative et des autorités de la Géroute. Donc, j'exprime toute notre satisfaction, celle des populations. Le Promoville, dans le cadre de ses activités, noue des partenariats avec les acteurs locaux. L'objectif est d'assurer la pleine fonctionnalité et la durabilité des infrastructures qu'il réalise. Et puis les inscriptions sur les listes électorales se déroulent bien dans le département de Saint-Louis. Le nombre d'inscrits est de 160 000, donc ce qui se déroule très bien. À quelques jours de la clôture, c'est le grand rush. On fait le point avec Diana Badia. À quelques jours avant la fin des inscriptions sur les listes électorales, les retardataires prennent d'assaut les commissions. Dans le département de Saint-Louis, les gens se sont massivement inscrits. Dans l'ensemble, la situation elle est satisfaisante. Depuis une semaine, on constate qu'il y a un rush. À la date du jeudi 20 avril 2017, nous avons un total d'inscrits de 163 143 inscrits au niveau du département de Saint-Louis. Un chiffre satisfaisant pour une population électorale qui s'élève à 138 000.
Des objectifs atteints en grande partie grâce à l'implication des autorités administratives. Lorsque les commissions fonctionnaient le jour, on avait jusqu'à 150-200 en moyenne par jour d'inscrits. Avec les commissions de nuit, il arrivait qu'on ait jusqu'à 350 inscrits par jour. La première équipe travaille de 8h à 16h, la deuxième de 16h à 0h. Les 11 commissions que compte le département de Saint-Louis ont démarré le 3 novembre 2016. Le système double flux instauré à partir du mois de février a permis d'augmenter le nombre d'inscrits. Le parc de véhicules de transport urbain de Ziguinchor s'agrandit. 8 nouveaux bus ont été remis aux transporteurs de la région sud. Cette cérémonie, qui est la 3e du genre, rentre dans le cadre du programme de l'État d'améliorer la mobilité urbaine. Bachir Bar. Responsables du département des transports, autorités administratives et acteurs du secteur se sont retrouvés devant la gouvernance. Ziguinchor reçoit son 3e lot de bus. Nous portons le parc à 46 véhicules, ce qui est un effort remarquable de l'État. Et nous avons entendu les représentants des populations de Mpak, M. Diata, parler. Nous avons entendu les représentants des populations de Niagis, M. Mané, parler. Je crois que personne, mieux que les populations, ne peut exprimer le sentiment de satisfaction. À la cérémonie de remise des clés, l'autorité a demandé aux transporteurs de respecter les dispositions légales en matière de transport, veiller au code de la route et sauvegarder ce patrimoine pour le bien de tous. Pour que les populations puissent circuler de manière sereine et sécurisée sur toute l'étendue du territoire de la région. Pour les transporteurs, cette 3e phase démontre la pertinence du partenariat public-privé. Remercier le CETUD et remercier le point focal du CETUD qui, dans la collaboration franche et l'équité, le suivi du projet, n'a ménagé aucun effort pour que quand même Ziguinchor soit au diapason des attentes en termes de renforcement et en termes de renouvellement. Le secrétaire général du ministère des Transports terrestres a rappelé l'objectif de l'État de désenclaver la Casamance. Il a cité les nombreuses réalisations et a parlé des bus Sénégal d'Emdik qui ont commencé à desservir Ziguinchor. Alors nous avons le plaisir d'accueillir notre invité. Il s'agit du docteur Oumar Sarr, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Bonsoir docteur et merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Alors docteur, on va vers la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme le 25 avril. Cette année, c'est Kaolack qui est choisi. Alors avant de parler de cette journée en matière de lutte contre le paludisme, qu'est-ce que cela donne en chiffres? Merci. Le Sénégal a fait de grands pas dans la lutte contre le paludisme, puisque l'évaluation de l'année de 2016, les données ont montré en tout cas une nette progression dans la lutte contre le paludisme, puisque la morbidité proportionnelle, c'est-à-dire le nombre de malades dus au paludisme comparé au nombre de malades total, représente que 3%. Donc il n'y a que 3% des malades qui ont le paludisme. Et en termes de mortalité, il y a moins de 2% de l'ensemble des décès qui sont causés en tout cas par le paludisme. Vous constatez avec nous que nous avons fait de grands pas, parce qu'il y a de cela quelques années, quand même le taux de morbidité et le taux de mortalité étaient assez élevés. Cela, nous le devons grâce à la mise en œuvre des interventions à haut impact qui ont été inscrites dans notre plan stratégique 2016-2020. Et dans ces interventions, il y a la lutte antivectorielle qui constitue en tout cas une intervention majeure, puisque en 2016, grâce à l'intervention de l'État, à l'appui de l'État et des partenaires du secteur de la santé, nous avons pu distribuer plus de 8 millions de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Ce qui a permis en tout cas de satisfaire 98% des besoins qui étaient exprimés. À cela aussi s'ajoute la prise en charge des cas précoces
que nous avons mis en place et qui permet en tout cas de prendre en charge de façon très tôt les malades. Il y avait le traitement gratuit pour les cas simples qui a été mis en place par l'État du Sénégal depuis quelques années. Et cette année, nous avons en tout cas continué cette stratégie de prise en charge gratuite en mettant les médicaments pour la prise en charge du paludisme grave gratuitement au niveau de 6 régions du pays. Lesquelles, par exemple? Nous avons choisi les régions qui ont en tout cas dont le taux est encore un peu élevé, notamment les régions du sud, Sédhiou, Tambacounda, Kédougou, Kolda, mais aussi 2 régions du centre que sont Kaolack et Diourbel. Alors là, c'était parmi tant d'autres objectifs que l'État du Sénégal s'était fixé dans la lutte contre le paludisme. Et puis, parmi ces objectifs-là, justement, on peut citer aussi la préélimination du paludisme à l'horizon 2020. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu l'état des lieux par rapport à cette élimination? Est-ce qu'on tend vraiment vers cette élimination du palud? On va vers cette élimination puisque chaque année nous progressons en tout cas dans la lutte contre le palu grâce à la mobilisation de l'État du Sénégal à travers le leadership de M. le Président de la République, mais aussi sous la coordination de Mme le ministre de la Santé, mais surtout grâce à l'appui des partenaires. Et cela nous a permis en tout cas d'avoir les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières pour pouvoir mettre en œuvre les stratégies à haut impact qui véritablement permet de réduire très rapidement la charge du paludisme au Sénégal. Et si nous continuons en tout cas à mener ces interventions et à les accélérer dans certaines zones, nous pouvons en tout cas arriver à l'atteinte de l'objectif de préélimination vers 2020 et nous inscrire dans la préélimination vers les années 2030. Très bien. Alors, est-ce que le Sénégal a les moyens de sa politique en matière de lutte contre le palu? Tout à fait. Nous avons les moyens, grâce véritablement à l'implication de l'État à travers son budget, mais aussi à travers des prêts consentis qui ont été orientés vers la lutte contre le paludisme, mais aussi grâce en tout cas à l'appui des partenaires de l'État du Sénégal qui appuient la lutte, et avec l'implication de tous les acteurs, notamment les acteurs de la santé, la société civile, le secteur privé et aussi la presse et en tout cas tous les éléments du pays, en tout cas tous les segments du pays, nous pouvons en tout cas arriver à l'atteinte de cet objectif, en tout cas avec le moyen que nous avons. Alors maintenant parlons de la journée mondiale qui sera célébrée, je rappelle, ce 25 avril à Kaolack. Pourquoi le choix de Kaolack? Kaolack fait partie des régions qui nous posent encore problème dans la lutte contre le paludisme, bien que nous avons fait beaucoup des avancées notables. Raison pour laquelle nous voulons en tout cas faire une grande mobilisation pour remobiliser davantage les populations, remobiliser la société civile pour leur implication dans la lutte contre ce fléau. Et nous voulons aussi véritablement impliquer les autres secteurs, parce que vous savez que la lutte contre le paludisme est multisectorielle et multidisciplinaire, et nous comptons en tout cas mobiliser l'ensemble des forces vives de cette région, et à travers cette région l'ensemble des secteurs, des forces vives du pays, pour pouvoir en tout cas nous accompagner dans la lutte contre le paludisme. Et si c'est la particularité de cette journée, cette année, l'édition de 17 dans la lutte contre le paludisme? Nous avons un thème qui colle un peu avec les résultats que nous avons, parce que le thème de cette journée est en finir pour de bon avec le paludisme. Et je crois que nous sommes sur la voie, et avec l'aide de tout le monde et l'implication de tout le monde, nous pouvons y arriver. Donc tous les acteurs sont invités à la lutte, c'est cela? Tout le monde est invité parce que la lutte contre le paludisme est multisectorielle et multidisciplinaire.
Très bien. Alors, docteur Sarr, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Mais restez avec nous pour poursuivre l'actualité sur la RTS1 pour parler de notre journée mondiale. Il s'agit de la journée du livre et du droit d'auteur célébrée chaque année le 23 avril. Mais pour des raisons de calendrier, le Sénégal a donc avancé la date. Occasion pour les autorités de procéder à des dotations destinées aux différentes bibliothèques du Sénégal. La journée mondiale du livre et du droit d'auteur célébrée par anticipation au Sénégal pour deux raisons. Du fait que cette journée qui a été décrétée par l'UNESCO tombe un dimanche, mais surtout du fait aussi que les autorités du ministère vont se rendre en Guinée, à Conakry plus précisément, où justement le livre va être célébré, parce qu'il y a les 72 heures de Conakry. Nous avons estimé nécessaire donc de marquer l'événement en le célébrant aujourd'hui. À l'occasion, des lots de livres ont été remis symboliquement aux différentes bibliothèques du Sénégal. Grâce à un budget d'investissement de 100 millions de francs CFA, ils ont pu doter les établissements de lecture d'ouvrages de qualité. Une distribution qui a été décentralisée cette année. Nous avons une dotation d'à peu près 8000 ouvrages acquis sur le budget d'investissement du ministère au cours des 2 dernières années. Et puisque notre mission c'est d'accompagner le développement du livre et de la lecture à l'échelle du pays, nous avons donc sélectionné pour cette année les bibliothèques de l'enseignement supérieur, public et privé, les bibliothèques adossées aux centres culturels régionaux, nous en avons 14, mais aussi la vingtaine de centres de lecture et d'animation culturelle, les CLAC, que nous avons dans 2 réseaux, principalement dans la région de Thiès et dans la grande région de Casamance. Nous avons donc voulu profiter de la symbolique du 23 avril, Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, pour procéder à cette dotation. L'objectif est de promouvoir la culture du livre en passant d'abord par les enfants. La direction du livre informe d'ailleurs qu'elle a procédé à des échanges avec des enfants d'Albert Royer pour leur montrer l'importance de la lecture. Justement, déjà, les écrivains sénégalais ne profitent pas suffisamment de leurs œuvres. Les droits d'auteur ne sont pas souvent versés ou sont minimes, qui incombe la responsabilité. Auteurs et éditeurs se renvoient la balle. C'est ce qui ressort dans ce dossier signé Jeanne Dior. Écrire un livre est un acte libre. En titillant la plume, l'écrivain s'exprime et partage des idées ou une expérience, mais tout dans le plaisir d'écrire. Et celui-ci est d'autant plus grand si l'auteur vit de ses œuvres, ce qui nous pousse à se poser la question de savoir si les écrivains profitent du droit d'auteur. Il suffit simplement de voir comment nous vivons pour savoir si ça nous profite ou non. Ce que je peux dire, c'est que les droits d'auteur, c'est normalement quelque chose qui devrait nous permettre de vivre. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Tout le monde sait que, par exemple, sur les 100%, les auteurs ne reçoivent malheureusement souvent que pas plus de 10%. Les écrivains ne profitent pas des droits d'auteur, en tout cas pas pleinement. Alors, moi, ce que je fais en général quand je sors un livre, je cherche des partenaires. J'insère leur logo dans le livre. Les écrivains, de même que les musiciens, sont des adhérents à la SODAV, la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins, ex-BSDA. Dans cette structure de gestion collective, la mission est de rendre aux acteurs culturels leurs droits. Nous avons la mission de gérer les droits des écrivains. Mais cette adhésion leur servait beaucoup plus à plaider, intercéder en leur faveur en cas de contentieux. Mais le plus souvent, ce qu'on constate, ils préfèrent carrément, à travers le contrat qui les lie à l'éditeur, aller récupérer directement leurs droits. Un contrat d'édition lie les acteurs qui tournent autour du livre. L'imprimeur, le libraire et la maison d'édition gagnent entre 30 et 35%. L'écrivain gagne 10% au maximum. Au Sénégal, l'éditeur se charge de verser le droit d'auteur aux écrivains. Un auteur qui vient de publier pour la première fois n'a pas par devers lui, si vous voulez, une expérience qui lui permet de négocier, entre guillemets, un pourcentage qui soit supérieur à ce 10%. Alors qu'un auteur à succès, dont un éditeur est sûr qu'il vendra son livre quoi qu'il en soit, cet auteur a la possibilité de dire, écoutez, docteur, j'accepte que vous me publiez, mais à condition que vous me donniez 10 ou 12%.
Une somme minimale pour ceux qui conçoivent leurs œuvres, mais selon certains auteurs, les clauses du contrat ne sont toujours pas bien respectées par la maison d'édition. Très souvent, les écrivains ne maîtrisent pas le tirage que l'éditeur fait à chaque fois qu'il y a l'édition d'un ouvrage. L'éditeur viole simplement le contrat d'édition et ne respecte pas ses versements annuels de droits d'auteur. Ils vont sortir un livre qu'ils vont stocker quelque part. Leur premier souci, c'est de faire le lancement du livre. Une fois que le livre est lancé, c'est fini. Ils ne s'occupent même pas de la promotion du livre. Des accusations rejetées par les éditeurs. Les gens disent que les éditeurs ne versent pas les droits d'auteur. Là également, ce qu'il faut savoir, c'est que les livres qui se vendent reçoivent leurs droits d'auteur. Le professeur Abdou Salam Sall, lui, il m'a autorisé à donner, par exemple, quand son livre, je lui fais un chèque de plus de 6 millions de francs. Le professeur Abdoulaye Eliman Khan a reçu un chèque qui avoisine dans les parages. Pourquoi? Parce que ce sont des livres qui se vendent. Vous imaginez un livre qui est vendu à 10 000 francs, l'auteur à 6%. C'est combien? C'est 600 francs. 600. Mais pour qu'il reçoive une somme conséquente, il faut que le livre soit vendu en des milliers d'exemplaires. Un paradoxe, les livres se vendent bien selon les libraires. On en vend. On ne peut pas dire que les Sénégalais ne lisent pas, les Sénégalais lisent franchement. Parce qu'il y a certains de ces titres, on en a vendu presque jusqu'à 2000, il y en a qu'on vend à 3000, mais ça dépend non seulement des auteurs, du thème. Dans le droit d'auteur, il y a aussi le droit de reproduction pour la reprographie, mais aussi le droit de location d'un ouvrage dans une bibliothèque par exemple. Mais ces dus ne sont pas remis aux écrivains sénégalais. Cependant, la SODAV, qui a une mission régalienne, promet de s'y mettre. Des efforts sont aussi à faire dans la qualité des ouvrages. En attendant de gagner plus, les écrivains se contentent d'une satisfaction morale. Nous restons dans le domaine de l'écriture, toujours pour parler du concours des 10 mots de la francophonie édition 2017. Les lauréats ont reçu leur prix ce vendredi chez Lucas 2. La cérémonie de remise des prix a été présidée par le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, en présence du secrétaire général de la Confémen et des autorités éducatives et des partenaires de l'éducation. Pape Kolingom, compte rendu. Les élèves Abdou Aziz Touré du lycée de Mbour et Fatoumata Bintou Saouré de l'école élémentaire Sadia de Pikine sur la plus haute marche du podium. Ils ont remporté les premiers prix aussi bien au niveau national que supranational dans la catégorie production écrite du concours des 10 mots de la francophonie. Je suis très content et je suis fier de moi parce que je me dis que c'est moi seulement qui l'a fait et qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'a aidé ni tout ça. Donc je suis très heureux. Je suis très contente, je suis heureuse. Je remercie ma famille qui m'a beaucoup aidée, aussi mes camarades de classe et mes professeurs de français. Le concours des 10 mots de la francophonie est une initiative de la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie Confémen. L'objectif est de promouvoir la langue française à travers l'expression du talent littéraire et artistique des élèves. Cultiver chez les jeunes francophones l'esprit de créativité et puis aimer leur langue d'enseignement. Être excellent dans le français. Vous savez, nos études ont démontré quand on ne maîtrise pas la langue d'enseignement, on a des difficultés pour poursuivre sa scolarité. Ce concours donne aux élèves l'occasion d'exprimer et de valoriser leurs talents à travers des sujets de rédaction, d'illustration et de mise en scène. Plus qu'une compétition, il s'agit pour les jeunes de participer à la fête de la francophonie et de la langue française. L'édition 2017 du concours des 10 mots de la francophonie a battu le record de mobilisation. 10 pays ont participé à cet exercice scolaire et pédagogique. Au Sénégal, 4000 élèves du public comme du privé s'étaient engagés dans la compétition. Cette année, les filles se sont le plus distinguées que les garçons. Place à la série consacrée à l'hygiène. En pleine ville, certains comportements heurtent. Des individus font fi des règles d'hygiène pour se soulager sur la voie publique. Ces attitudes posent la question de l'utilité des toilettes publiques dans les agglomérations. On en compte quelques-unes à Dakar. C'est un reportage signé Rougui Atouba. Des tarifs pour indiquer des lieux d'aisance. Ces toilettes publiques payantes sont la trouvaille de Harouna Ndoye contre certaines incivilités sur la rue 22 de la Médina.
ma xool xam ne fii ni mu saltee itam wax dëgg yàlla te ma nekk fi di daan doole war naa maa mën a jël sama ñax ma jéem a seet lu ma fi taxawal ba nga xam ne nii saw yi ñu fi saw dootuñu ko fi saw. La gestion de ces toilettes publiques lui rapporte près de 1000 francs CFA par jour. Ces recettes ne couvrent pas toujours les dépenses liées au nettoyage des WC, mais Arona Ndoye s'emploie à tenir les lieux propres pour le bien des usagers. biir Dakar laa jóge mais tuur ndox moo ma andi fi kon toilette bi arrangé na ma arrangé na keneen parce que toilette yu mel nii bu bari woon si dëkk bi nit ñi ñu am problème mu tuur ndox. À la rue 11 de la Médina, d'autres toilettes collectives payantes. Leur gestion est assurée depuis 18 ans par Hassan Diop, qui veille à la propreté des lieux. ñaar dërëm yi ma fi amee ak juróom yi ma fi amee ci laay jëlaat jënd ci saabu jënd ci omo saa yu weer wi dee ndox mi moom 60 000 dina tegal bu ko yàlla dogalee. li may foraatoo kës néew ma boole ko ci. Conscient de leur utilité, cet usager prône la sauvegarde de ces toilettes publiques. ñun ñi nga xay noog fii nekk fii di ay ouvrier di liggéey di xuslu di am aajo di ko ñëw di ko faje fii nun kun laaj dinañ la xamal ne nun lu ko yokk lan wax waaye waxuñu ci lenn lu ko wàññi. Gérants et usagers estiment que les toilettes publiques peuvent contribuer à la salubrité publique si l'hygiène y est érigée en règle. La série sur l'hygiène se poursuit dans nos prochaines éditions. Attendant dans la suite des métiers du bâtiment, focus sur les ingénieurs en eau et assainissement. Ces spécialistes travaillent dans l'aménagement et l'évacuation des eaux usées et pluviales. La rubrique est signée Luce Bitsa. On rencontre ce profil d'ingénieur en assainissement dans des bureaux d'études spécialisés au sein des sociétés d'ingénierie en environnement, aménagement et équipement pour des questions relatives à l'eau potable. L'assainissement, d'abord, c'est une partie du génie civil qui étudie l'évacuation des eaux usées ou pluviales. Pour faire cette étude, il faut au préalable l'expertise d'un topographe, ce qui permet aux ingénieurs de sortir les points hauts et les points bas, autrement dit la pente, pour faire graviter les eaux vers une station d'épuration. Aussi faire le plan d'implantation, mais aussi savoir aussi le type de climat. Forage, captage, station de traitement dans les sociétés en charge des réseaux de distribution et d'assainissement collectif, les moyens ne manquent pas pour assainir et les raisons tout aussi valables. C'est pour protéger tout d'abord l'environnement, parce que les eaux sont polluées. Donc on doit protéger notre environnement parce que c'est l'essentiel. Pour faire l'étude d'une cité, il faut d'abord en priori savoir le nombre d'habitants dans chaque village. C'est à partir du moment qu'on... Et puis, en plus de ça, il faut savoir aussi le nombre de toilettes dans chaque village, le nombre de cuisines. Voilà, s'il y en a éventuellement une piscine, pour savoir, pour pouvoir dimensionner les tuyaux qu'on pourra installer. L'assainissement, un ouvrage important dans le cadre de vie des populations, des ouvrages enterrés qui coûtent excessivement cher. Et c'est justement le financement dans ce secteur qui cause des difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Dans un côté, il n'y a pas beaucoup de financiers et ça coûte beaucoup, ça demande beaucoup d'argent. On prend beaucoup d'argent, beaucoup de milliards qu'on enterre sous le sol et les populations ne voient pas ça. Donc si vous remarquez, c'est pas évident que les politiciens investissent beaucoup d'argent, c'est-à-dire que les politiciens enterrent beaucoup d'argent sous le sol. Une autre difficulté dans l'assainissement, le débordement des égouts dans les cités, routes et autres. Il ne faut pas que la ménagère prenne les solides qui les verse dans les bondes de solides, les siphons. C'est-à-dire que ces solides-là, à force d'être importants, il devient trop lourd et puis l'eau ne peut pas graviter sur le tuyau. Donc c'est ce qu'il faut aussi faire le curage périodiquement pour enlever ces solides-là des tuyaux. Et pour réussir ce curage, il faut une formation solide. Donc en formation, il faut d'abord faire la génie civile. Après, il faut se spécialiser en hydraulique pour faire l'assainissement. Bac plus 5. En somme, les ingénieurs au assainissement travaillent pour les collectivités territoriales et les services publics. Voilà pour la rubrique métier qui revient vendredi prochain.
santé. Adapter la communication aux situations de crise sanitaire, c'est l'objectif visé par le Centre des opérations des urgences sanitaires. La dernière épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a montré l'importance d'une communication appropriée pour informer juste et éviter les situations de panique. Une session de formation à l'intention du personnel cadre des régions médicales a été organisée à Dakar. Compte rendu Oumar Diaw. L'exercice consiste à élaborer une stratégie de communication en période de crise. En l'occurrence, il s'agit de crise sanitaire et la rencontre est initiée par le Centre des opérations d'urgence sanitaire, logé au CNHU de Fan. Il était bon de partager justement ces principes de la communication de crise, donc qui surviennent dans un contexte d'urgence. Dans un contexte, il faut préparer des messages rapidement. Dans un contexte, il faut parler aux populations qui sont en attente d'informations, où il y a des personnes qui sont affectées par la crise, qui ont besoin d'avoir un certain nombre d'informations précises. Être précis, éviter de créer la psychose, en un mot, donner des informations fiables, participe d'une bonne démarche face à des situations d'urgence. La stratégie de communication doit être pensée en amont. Ça nous permet de mieux communiquer avec les populations au moment d'une crise. Mais il ne faut pas attendre la survenue de la crise pour faire un plan. Plusieurs acteurs des ministères de l'Intérieur, de la protection civile notamment, de la santé, des armées, des journalistes et des médecins venus des régions ont participé à l'atelier. Une fois de retour, ils serviront de relais. Ces comités de gestion nous permettent de partager tout ce que nous avons appris et de se préparer pour qu'on ne soit pas surpris un jour par une autre épidémie. Cette sensibilisation aux techniques de communication vient s'ajouter aux plans de contingence et aux exercices de simulation qu'exécute le COUS. Le centre est chargé de coordonner la réponse face à toutes les menaces sanitaires. Sur l'international, à 48 heures de la présidentielle française, les sondages placent le candidat Emmanuel Macron en tête des futurs votes. Une élection de plus en plus indécise avec d'énormes enjeux sécuritaires. Babouna Tchao. À moins de 48 heures du scrutin, les résultats des sondages restent constants. Emmanuel Macron bénéficie d'un taux d'intention de vote qui le place légèrement en tête avec 23%, suivi de la présidente du Front National, Marine Le Pen, 22%. À la troisième place, François Fillon progresse d'un point avec 21%, au moment où Jean-Luc Mélenchon se situe à 18%. Il faut dire que malgré leurs études, les instituts de sondage font l'objet d'une méfiance de plus en plus accrue. Certains observateurs soulignent que les sondeurs se sont gourés pas plus d'une fois. Exemple, les élections américaines, le Brexit ou encore la victoire de François Fillon lors des primaires de la droite. Pour le volet sécuritaire, 50 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour assurer la sécurité des 67 000 bureaux de vote. Ils seront appuyés par les militaires de l'opération Sentinelle pour faire face à la menace terroriste qui s'est encore manifestée avec l'attaque des Champs-Élysées, ce qui a d'ailleurs poussé certains candidats comme Emmanuel Macron, François Fillon et Marine Le Pen à suspendre leur campagne. Rappelons que dans le pays, l'état d'urgence est maintenu jusqu'en juillet 2017. L'actualité française est également l'un des sujets du tour d'horizon de l'actualité internationale. Nous irons également en Iran, mais nous allons tout d'abord commencer par l'Afrique du Sud, où un accident de bus scolaire a causé 20 morts et plusieurs blessés. Le récit de Hadi Kamara. 20 écoliers ont été tués aujourd'hui dans un accident de bus qui s'est produit près de Pretoria. D'autres enfants blessés ont pu être sauvés par des témoins. Selon les secouristes du service privé ER24, l'accident avait impliqué un minibus et un camion sur une route départementale située à 70 km de Pretoria. En France, fusillade des Champs-Élysées, l'assaillant n'était pas fiché S et n'avait pas présenté de signes de radicalisation. La déclaration a été faite cet après-midi par le procureur de Paris lors d'une conférence de presse. Le procureur François Molin a également apporté des précisions sur le déroulement de l'attaque et le profil de l'assaillant, confirmant qu'il s'agissait de Karim Cherfi, un Français de 39 ans. Pour François Molin, il s'agit désormais de déterminer le contexte précis de passage à l'acte et d'éventuelle complicité pour la commission de cet acte terroriste.
présidentielle en Iran, 6 candidats sont officiellement investis pour l'élection présidentielle du 19 mai prochain. Parmi eux, le président iranien Hassan Rouhani, qui a formellement déposé sa candidature pour briguer un second mandat de 4 ans. Le Conseil des gardiens de la Révolution, qui a publié la liste des 6 candidats, a écarté l'ancien président ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad. Voilà, ainsi se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Et très bonne soirée sur la RT100. Les statuts et les règlements intérieurs de manière en tout cas à mieux asseoir notre modèle de fonctionnement. C'est un élément extrêmement important. L'autre élément important, c'est le thème de la conférence qui concerne le numérique. On en entend beaucoup parler, on en dit beaucoup de bien, nous n'en sommes pas sûrs du tout et aujourd'hui nous voudrions être éclairés. La CRUFAO aussi permet une collaboration interuniversitaire africaine. Les actes posés dans ce sens par le Sénégal ont été salués. À travers son don de 500 millions de francs CFA, le CAMES va disposer d'un fonds durable Macky Sall pour la recherche, dont les intérêts créditeurs cumulés pourront opportunément financer les programmes thématiques de recherche du CAMES. Face à l'Assemblée, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a souligné les progrès accomplis par le Sénégal ces 5 dernières années pour le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le Sénégal a vu depuis bientôt 5 ans son espace universitaire public se modifier considérablement avec la création de 2 nouvelles universités en cours de construction, de 2 centres universitaires, l'un au sud à Kolda, l'autre au nord à Géoul, de la création de la Cité du Savoir à Diamniadio, du programme de construction de 100 laboratoires dans nos universités, de la création du réseau des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. C'est aussi la création de l'autorité nationale d'assurance qualité, la création de l'université virtuelle du Sénégal. Ces recteurs d'université se sont donc réunis 2 jours durant afin de penser les réformes. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Les recteurs d'universités d'Afrique francophone et de l'océan Indien en conclave à Thiès. Il a été beaucoup question des stratégies de renforcement de la coopération interuniversitaire. C'est dans le cadre de leur assemblée générale annuelle. Les droits d'auteur des écrivains en questions et réponses dans cette édition, c'est pour marquer la journée mondiale du livre que le Sénégal a anticipé de 2 jours pour les raisons de calendrier. Des toilettes publiques à Dakar, il en existe mais très peu. Toutefois, cela n'explique pas le fait que certains violent les règles d'hygiène en se soulageant sur la voie publique. Question sur ces comportements dans la suite de notre série sur l'hygiène. L'évacuation des eaux usées et pluviales requiert une certaine connaissance en génie civil et même une spécialisation. C'est le métier donc des ingénieurs en eau et assainissement. Ils sont à l'honneur dans la rubrique du vendredi. Et puis nous avons comme invité dans cette édition le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. C'est pour parler avec lui de la journée mondiale de lutte contre le palud prévue le 25 avril à Kaolack. Nous ferons le point avec Dr Oumar Sarr. Bonsoir docteur et bienvenue. Merci. Voilà, nous allons parler donc de la lutte contre le paludisme au cours de ce journal.
Le président du Ghana à Dakar les 16 et 17 mai prochains, c'est dans le cadre d'une tournée ouest-africaine où le Sénégal sera une étape importante, une occasion de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Reçu ce vendredi au Palais, le vice-ministre des Affaires étrangères du Ghana a transmis un message du président Nana Akufo-Addo au président Macky Sall. Mohamed Habib Tidjani est au micro de Oumar Nyinga, sa sortie d'audience. I am here on the instance of His Excellency the President of the Republic of Ghana, Nana. Je suis venu délivrer un message de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Ghana, un message très bref mais très précis concernant la visite que le Président de la République de Ghana souhaite effectuer au Sénégal dans la période du 16 au 17 mai 2017. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée que le Président du Ghana souhaite effectuer dans 9 pays de la sous-région ouest-africaine pour renforcer ses relations avec ses frères, renforcer sa coopération avec l'ensemble des pays de la sous-région. Dans ce cadre précis, le Sénégal constitue pour nous une étape extrêmement importante parce que les relations entre le Ghana et le Sénégal sont dans une dynamique excellente. Nous avons une très grande communauté sénégalaise au Ghana et nous avons une très grande communauté ghanéenne ici au Sénégal. Donc nous avons des relations qui remontent à très très longtemps et la coopération entre notre pays est dans une dynamique excellente. Le président de la République du Ghana souhaite venir rendre visite à son frère, le président du Sénégal, pour renforcer les relations bilatérales dans le domaine économique, dans le domaine politique, mais aussi dans le domaine culturel. Mais dans la même logique, il souhaite aussi discuter avec le président de la République du Sénégal de la situation au niveau de la sous-région. Il est nécessaire que les leaders de la sous-région entrent dans une même dynamique pour renforcer l'intégration régionale et essayer de pousser tous les efforts que nous sommes en train d'effectuer pour que la sous-région puisse continuer son développement économique, renforcer la sécurité des populations, mais aussi jouer un rôle déterminant sur la scène africaine et sur la scène internationale. Le président a, dans cette même logique, annoncé la création prochaine d'une compagnie aérienne qui pourrait desservir des pays de la sous-région. Et je crois que ça, c'est un pas déjà décisif du Sénégal qui pourrait contribuer à propulser davantage l'intégration au niveau de la sous-région. Donc je remercie le président Macky Sall de m'avoir reçu de manière aussi prompte, de m'avoir accordé cette audience, ensuite d'avoir écouté attentivement le message de son frère et ami le président du Ghana, d'avoir promis bien sûr de lui réserver un accueil chaleureux et un accueil fraternel lors de cette visite. Je remercie tout le peuple sénégalais. Je le disais en titre, Thiès accueille l'Assemblée générale des recteurs d'universités d'Afrique francophone et de l'océan Indien. Leur conférence est un cadre de raffermissement de la collaboration interuniversitaire. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur. Compte rendu Seydina Alunfal. Thiès, capitale du rail, creuset du savoir. L'auditorium fraîchement sorti de terre de l'université a accueilli l'Assemblée générale de la conférence des recteurs d'universités francophones de l'Afrique et de l'océan Indien, CRUFAOSI. 40 recteurs, présidents d'universités et d'instituts d'enseignement supérieur ont répondu présents. L'objectif de cette assemblée, c'était bien entendu de remettre à flot à apporter pour renforcer la CRUFAOSI. Après avoir visité la centrale à charbon de Taha au Maroc, les membres de la délégation des communes de Barniche et Sindou se disent rassurés de ce qu'ils ont vu. Un sentiment lié au respect des normes environnementales. Cette visite organisée par la Sénélec et la Compagnie d'électricité du Sénégal a pour objectif de rassurer les populations qu'une centrale peut cohabiter avec les populations. Envoyés spéciaux au Maroc, Jean-Pierre Faye et Moussa Mané. En venant ici au Maroc, beaucoup de questions étaient restées sans réponse. Des idées préconçues sur une centrale à charbon, ses impacts sur le quotidien des populations, des réponses qu'ils espèrent trouver ici à la centrale à charbon de Taha. J'avoue qu'avant de venir, il y a trop de bruit autour de la centrale qui est actuellement sur notre périmètre communal. On nous a parlé des méfaits
nous a parlé de beaucoup de choses. On avait très peur. Même que les femmes désormais ne pouvaient plus tomber en état de grossesse au niveau de Bargny ou de Saint-Louis ou de Minam. Et on nous avait fait comprendre que là où il y a une centrale à charbon, il n'y a pas de vie. Il n'y a ni de vie humaine, ni de vie végétale, ni de vie animale, ni de vie de flore. Ces réponses se trouvent dans les différents exposés des responsables de la centrale. Une centrale de charbon de Djof qui a démarré ses activités avec 2 unités en 1994 pour aller à 6 en 2014. Considérée comme la plus grande, ici 450 personnes y travaillent chaque jour pour une capacité de production de 2000 MW, comparé aux 125 MW qui vont être produits à la centrale à charbon de Bargny. Nous avons fait le tour de la centrale à pied. Nous avons constaté de visu les réalités, comment ils travaillent.